Bonjour à tous, merci d'avoir vu vos réveils pour être ici présent. Exercice un peu difficile, particulier pour moi, puisque j'ai plutôt l'habitude de m'exprimer avec des notes qu'avec des mots, donc je vous demande toute votre indulgence. Mais j'ai répondu à cet appel de réveil créatif, parce que je trouve que c'est une initiative intelligente, importante, et notamment souvent dans le milieu de la musique dite classique, on a souvent une sorte de fossé entre les interprètes et le public. Et je pense que c'est à nous de partager, de parler de nos expériences et de donner des clés de compréhension d'ailleurs au public pour leur dire, ben voilà, en règle générale par exemple, dès que je présente un concert, systématiquement j'ai un micro et puis je dis, ben voilà, vous allez entendre telle œuvre de Mozart ou de Bach ou de Bartók, voilà dans quel contexte l'œuvre est née, voilà ce que souhaite nous exprimer le compositeur. Et je remarque que les gens dans le public, finalement, sont avides de ce genre de détails, qui ne sont pas des détails, qui sont absolument importants. On a besoin de clés de compréhension pour savourer l'art et de manière plus globale et plus profonde. Donc je suis ici effectivement pour cet exercice difficile de parler le matin, et de moi, même si ce n'est pas le but. Le but, c'est de parler de créativité, de création, mais comme la créativité et la création fait partie de mon quotidien, je vais être obligé de me dévoiler. Et peut-être qu'en guise de prologue, il est intéressant et important de déjà définir ce que c'est que ce métier de musicien, métier ô combien exigeant, ô combien difficile, puisque le métier de musicien comprend déjà la lecture d'un legs. Le compositeur va nous laisser une partition. On sait très bien que depuis les premiers compositeurs qui nous laissent des traces écrites, ils agissent comme le feraient les poètes, mais plutôt que d'utiliser des mots, ils utilisent des notes. Et de tout temps, ils parlent. À l'époque baroque, on parlait de la théorie des affects. Ils parlent des mouvements de leur âme, de leurs humeurs. On est donc dans un contenu qui nous est livré par le compositeur. Parfois, c'est d'une musique plus profane pour danser, pour faire danser les gens. Parfois, c'est une musique plus religieuse. Et parfois, c'est une musique effectivement très intime. C'est voilà, l'expression du compositeur, ses joies, ses peines, son vécu qu'il nous transmet. Donc cet aspect de musicien, de toucher les gens, d'émouvoir les gens, donc on est on est dans l'irrationnel, on est dans l'émotion, c'est un paramètre évident et essentiel à notre activité de musicien. L'autre paramètre essentiel, c'est de pouvoir effectivement lire la musique et comprendre. Lorsque l'on lit une pièce de Racine ou de Molière ou qu'importe l'auteur, on a effectivement un texte avec une densité, avec une fluidité, avec un propos. Et finalement, nous autres musiciens, on apprend à décrypter une partition, se dire, tiens, que nous dit Beethoven au XIXe siècle, que nous dit Vivaldi au début du XVIIIe ou au fin XVIIe, et que nous dit Monteverdi, pour prendre des pays très, très différents, des époques différentes. On remarque finalement que le contenu est le même. Les musiciens et compositeurs, lorsqu'ils expriment une douleur ou une joie, je pense que Mozart souffrait de la même manière que souffrait Vivaldi et que souffre Stockhausen. Donc, à travers les siècles, ces émotions que le compositeur couche sur le papier ne changent pas. Ce qui change, par contre, c'est la forme. Et nous autres, musiciens, on est en face à la fois de ce contenu que l'on va pouvoir et devoir repérer, que nous dit le compositeur, et puis comment est-ce qu'on pouvait le dire, comment est-ce qu'on le disait à l'époque. Donc ça, c'est un autre paramètre qui est très, très, très important dans notre métier. Donc, premier paramètre, je pense, émouvoir, partager. Deuxième paramètre,
qui est en totale liaison avec le premier. On ne peut pas émouvoir et partager quelque chose si on ne comprend pas le texte. Donc il y a cette notion de recherche. On est des chercheurs et on va prendre en compte un contexte historique, un contexte sociologique pour pouvoir cerner ce message et pouvoir parler d'authenticité musicale. On voit très bien qu'à l'époque de Mozart, quand on se croisait dans les couloirs de tel ou tel château, on faisait une grande révérence pour dire bonjour. Aujourd'hui, on fait ciao. Effectivement, le bonjour reste, mais la forme est totalement différente. Donc je ne peux pas, en tant qu'interprète, dire on va dire un bonjour chez Mozart en disant ciao. Donc ce côté-là est important. Et puis, autre côté qui est bien sûr essentiel pour pouvoir exprimer ce texte musical, puisqu'on est toujours en face d'un texte, on va devoir respecter les mêmes paramètres que lorsque je m'exprime. On va devoir articuler, on va devoir avoir pensé à la syntaxe, à la forme de tout ça, et aux intonations. Et pour pouvoir livrer cette musique donc avec un maximum d'authenticité musicale, il va falloir une technique. Moi, je suis violoniste. Tous les instruments ont des difficultés d'approche plus ou moins différentes. Le violon est un des instruments, dit-on, le plus difficile. Après, pour arriver à un stade de virtuosité, qu'on soit pianiste, flûtiste, violoniste, je pense que le passage est le même pour tous. Il y a des instruments qui demandent plus ou moins de longueur d'année d'études. Et le violon, par exemple, si on place sa main gauche sur le manche ou la touche, l'endroit où on va pouvoir poser les doigts pour obtenir des notes différentes, si on le pose 1 millimètre plus haut ou 1 millimètre plus bas, on a 2 notes différentes. Voilà un des aspects, par exemple, qui est difficile dans l'apprentissage de ces instruments. On dit toujours que le violon, enfin on dit toujours, c'est moi qui le dis, mais le violon, sur l'image que je donne quand je donne des masterclass, c'est que le violon est le prolongement des cordes vocales. Et on peut avoir des cordes vocales extraordinaires, si on n'a pas le souffle qui met en vibration ces cordes vocales, c'est inutile. Donc l'archet que l'on a dans la main droite va faire rentrer ces cordes vocales en vibration et va nous permettre d'exprimer. Et l'archet, effectivement, et le souffle, je viens de croiser Joël du Théâtre Merci juste avant, et puis on est en relation avec le théâtre. Le souffle qui porte la parole est essentiel. Et pour nous, ce travail-là, d'avoir les moyens techniques de partager cette musique, voilà quelque chose qui est indispensable. Donc, c'est une grande discipline, c'est un métier difficile, et en plus, on dit toujours qu'il y a 3 paramètres. Il y a le talent, alors ça, on ne peut pas s'en enorgueillir parce que ça nous tombe dessus, puis quelque part, on travaille moins que les autres pour avancer plus vite. Après, on doit le faire prospérer, ce talent, on doit comme dans la parabole. Donc, c'est une responsabilité, c'est quelque chose d'important quand on a reçu ce talent. Donc, il y a la notion de travail qui intervient, et Dieu sait si le travail est important. C'est des heures et des heures et des heures de travail par jour. Et puis ensuite, pour réussir finalement à faire une carrière, c'est-à-dire s'exprimer, avoir la possibilité de donner des concerts, de s'épanouir dans son métier, il faut aussi faire des bonnes rencontres. Je croise souvent des jeunes qui ont beaucoup de talent, qui ont vraiment tout, et puis qui n'ont pas forcément la chance d'avoir rencontré telle ou telle personnalité, tel ou tel impresario, tel ou tel directeur de structure, etc. Il y a donc tous ces paramètres qui interviennent pour réussir, on va dire, à pouvoir s'exprimer en musique. Donc, voilà, je souhaitais un peu cerner ce métier de musicien. Alors moi, je suis rentré, on va dire, presque en sacerdoce il y a 45 ans, j'ai 50 ans, et c'est à l'âge de 5 ans que mes parents ont accepté que je fasse du violon. J'ai souvenir d'une photo, j'ai 3 ans, avec des petites culottes courtes comme ça et des grosses chaussettes en laine rouge qui piquent. Et où je joue avec 2 bouts de bois. Et je mime le violoniste. Mes parents étaient très surpris parce qu'ils étaient les 2 des fils de paysans. Ils étaient descendus à Genève, en Suisse, donc, pour essayer de trouver du travail. Et puis moi, je suis né dans ce berceau-là, donc qui n'était pas du tout un berceau ni culturel ni artistique.
mais qui était un berceau avec des belles valeurs de cœur et des valeurs essentielles. Et mes parents ont toujours été surpris, effectivement, en se disant, mais pourquoi Gilles pose toujours avec ses 2 baguettes et puis joue du violon? Personne ne le savait d'ailleurs. Quand est-ce que j'avais entendu un violon? Quand est-ce que j'avais vu un violon? Alors parfois à la radio, on entendait le son du violon, ils se disaient à mes parents, c'est ça que je veux faire. Donc ils ont attendu que j'ai 4 ans pour que je fasse une année de solfège, puis après à 5 ans, enfin j'ai eu mon violon. Ceci dit, c'est intéressant parce que quand je me promenais et que je voyais une étoile filante, on me disait fais un vœu, fais un vœu. Et je ne faisais pas le vœu d'être le plus grand violoniste du monde, je faisais le vœu d'être un musicien. Et il y a une notion importante à savoir, c'est que jusqu'au début du XXe siècle, tous les interprètes sont des compositeurs et tous les compositeurs sont des interprètes. Il n'y a absolument pas du tout de scission entre ces activités. Le compositeur joue ses propres pièces, dirige ses propres pièces, et puis on voit qu'au début du XXe siècle, on va dire dans les années 20, dans les années 30, on va commencer à avoir des carrières d'interprètes qui se développent, et puis tout à coup, des carrières de créateurs, de compositeurs. Et c'est terrifiant, puisqu'on en est arrivé au stade maintenant où quand on fait plusieurs choses, c'est-à-dire ce que j'essaie de faire depuis toujours, de défendre l'idée du musicien complet, c'est-à-dire je sais très bien que je ne pourrais pas me nourrir que de mon activité d'interprète, que c'est ce besoin d'écrire dans la musique, de composer, d'ailleurs il est né très tôt. Moi j'ai écrit mes premières notes, je sais pas, j'avais 10 ans, je montrais ça à ma prof qui riait parce que c'était du sous je ne sais pas quoi. C'était tout en clé de sol, enfin je prenais absolument aucun compte des paramètres, mais enfin j'écrivais. Il y avait ce besoin, et puis après c'est devenu bien sûr beaucoup plus sérieux. Dans un premier temps, je disais toujours que quand je livrais mes premières pièces et mes premières petites commandes ou quand j'avais des occasions de présenter ma musique, alors c'était très simple parce que si elle ne plaisait pas, je disais, mais vous savez, moi je suis violoniste, hein, je fais ça comme ça pour le... Puis après, bon, j'ai dû assumer hein, cet aspect créatif et de création dans mon métier. C'est effectivement aujourd'hui difficile, surtout en France, parce que la France est un pays quand même très rationnel, où on a besoin de mettre des étiquettes, vous êtes un violoniste baroque, vous êtes un violoniste moderne, vous êtes un compositeur, etc., d'accepter qu'une personne puisse être un peu à l'image des musiciens anciens, mais pas si anciens que ça, puisque jusque dans les années 1920, 1930, il n'y avait encore pas du tout cette scission. Mais aujourd'hui, c'est difficile, en France surtout, de pouvoir dire, bah oui, je suis à la fois compositeur, à la fois interprète, à la fois pédagogue, parce que j'aime partager mon vécu et mes expériences. Et alors que dans d'autres pays, comme en Allemagne, en Suisse, en Autriche, dans certains pays dans lesquels j'ai vécu de par mon parcours un peu personnel, c'était c'était tout à fait admis. Donc, l'aspect créatif, pour moi, est essentiel. J'ai eu ce besoin très tôt, quand j'étais en face d'une partition, par exemple, de Jean-Sébastien Bach. Ça a été un peu le déclic, d'ailleurs, quand j'avais 16 ans, 17 ans. Alors, mes maîtres me disaient, voilà, ça, il faut jouer comme ça, ici, il faut vibrer, ici, tu vas faire ça comme ça. Et puis, je leur disais, mais pourquoi il faut que je fasse ça comme ça? Et on me disait, mais parce que moi, mon maître m'a appris ça, et son maître lui avait appris ça, etc. Mais je dis, mais notamment avec la musique de Bach, on a un legs extraordinaire, on a des suites pour violon, où on a des menuets, des sarabandes, des gigues, des bourrées, tout ça, ce sont des danses. Et j'avais besoin de savoir, mais ne serait-ce que comment on dansait ça, pour pouvoir les exprimer. Et j'avais cette demande, et j'étais en face de gens, mais qui étaient extraordinaires. Mais j'ai une immense admiration pour les maîtres que j'ai eus. J'ai une chance incroyable dans ma vie d'avoir rencontré ces gens. Mais ils faisaient partie de cette génération de gens qui disaient, voilà, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça, sans avoir forcément cette démarche d'authenticité musicale par rapport à la musique baroque, qui est une démarche qui est venue assez tard, hein, parce que c'est que dans les années 1950, dans le fond, qu'on a commencé à se dire, mais comment est-ce qu'on jouait cette musique? Eh bien, ce besoin que j'ai eu très très tôt de servir cette musique avec ce souci d'authenticité musicale, quelque part avait un rapport étroit avec la création.
lorsque l'on se retrouve en face d'une musique, je vais prendre par exemple une musique de baroque, de Jean-Sébastien Bach, par exemple, on va avoir très vite conscience que ce n'est pas l'artiste qui va imposer son goût à la musique. Je ne vais pas tout à coup me dire, bah, tiens, ici j'ai envie de jouer ça plus fort, ici j'ai envie de jouer ça moins fort, ici j'ai envie d'être expressif sur telle ou telle note, et puis d'être moins fort sur telle ou telle note. On va déjà se dire, tiens, quel est ce langage? Quelle est la danse? Comment elle se dansait? Où étaient les points d'appui? Où étaient les points de tension? Pourquoi y a-t-il ici une dissonance, une consonance? Pourquoi cette musique? Et finalement, on va, par la lecture, avoir une clé d'interprétation qui va être tout à fait logique, qui va nous être donnée. On ne va pas utiliser la musique pour s'exprimer dans cette démarche très égocentrique et que l'on trouve très fréquemment chez bien des artistes. On va se mettre au service de cette musique. Et donc, quand on est créateur, on a ce souci de livrer quelque chose de profond. C'est pas forcément facile, il y a beaucoup de... C'est impudique, parce que même si les gens vont peut-être pas forcément comprendre tout ce qu'on raconte dans notre musique, il y en a qui vont sans doute le cerner, et c'est difficile de se mettre à nu comme ça. Mais c'est une démarche pour moi, celle de compositeur, qui s'est avérée essentielle et bien plus importante quelque part que celle d'interprète. Souvent, et je me souviens très bien, parce qu'on a des rêves comme ça de gosse. Moi, j'avais de la chance, parce qu'effectivement, j'avais beaucoup de facilité. Je suis né en Suisse, où, en plus, c'est un pays avec vraiment beaucoup de culture. Chaque ville a pratiquement son orchestre. Il y a une grande activité, une grande émulation. Et je me suis retrouvé très vite à être un peu, à l'époque, le jeune violoniste suisse. Donc, du coup, j'avais des occasions de jouer un peu dans différents pays, des salles importantes. Je ne dis pas ça pour parler de moi, parce que franchement, j'en ai rien à fiche. Mais là, en l'occurrence, je me souviens très bien que j'étais à Londres et j'avais, je ne sais pas, 18 ans, que je jouais le concerto de Brahms. Pour un violoniste, c'est vraiment quelque chose de très important, ce concerto, que c'était au Queen Elizabeth Hall, que c'est donc une salle quand même incroyable, que j'étais accompagné par l'Orchestre symphonique de Londres, qui n'est pas n'importe quel orchestre, et en plus, on me prêtait pour l'occasion un Stradivarius, qui s'appelait Le Superbe, et qui était né en 1715, et c'était la période d'or de Stradivarius. Donc, dans le fond, j'aurais pu me dire, voilà, Gilles, c'est incroyable à ce que tu réalises comme rêve, c'est presque un rêve d'enfant. Et puis je me suis retrouvé sur scène, j'ai joué mon concerto de Brahms, les gens ont applaudi, tant mieux, j'ai fait mes petites révérences, je suis rentré dans ma loge, j'ai rangé mon violon, et puis je suis descendu de la salle, et puis j'étais dans ma rue avec mon violon, comme ça, et me dire, bon, je vais manger du fish and chips, et puis je vais prendre un taxi pour aller dans ma chambre, et je me suis retrouvé dans ma chambre avec ce Stradivarius qu'il fallait que je rende le lendemain. Et je me suis dit, non, c'est pas ce que je veux. C'est vraiment pas ce que je veux. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai développé tout le côté vraiment où j'ai beaucoup plus... J'ai commencé à composer de manière très intense, très importante. C'est une action qui a été de plus en plus... qui a pris presque pratiquement la moitié de mon temps sur le temps d'interprète. Et puis aussi à me focaliser, à faire ce travail de recherche sur la musique baroque. Toujours difficile, hein, je m'excuse, je fais peut-être des digressions. Vous me suivez? C'est pas trop... Bon, tant mieux. J'ai plus de trac de vous parler là que de jouer devant une salle une chose importante, et c'est un peu, je pense, quelque chose qui peut clore cette petite présentation. Peut-être que je n'ai pas assez parlé de la composition, de l'aspect créatif, mais vous êtes là pour me poser après des questions auxquelles je tenterai de répondre. Ce qui est de drôle, c'est que quand mes parents me disaient, quand j'étais tout petit, qu'est-ce que je voulais faire comme métier, je disais je voulais être musicien, cuisinier et moine. Et dans le fond, je pense qu'il y avait une certaine prescience, parce que j'adore la cuisine. Je trouve que c'est un art immense. C'est un art visuel, c'est un art gustatif.
Je suis d'ailleurs en train d'organiser là une rencontre avec des chefs étoilés pour qu'on puisse trouver des saveurs entre les musiques et les plats et faire déguster les gens comme ça, de leur permettre de déguster en écoutant une musique qui soit dans les mêmes textures, dans les mêmes saveurs. Donc j'avais cette envie de cuisiner, mais dans le fond, j'ai fait ma cuisine intérieure depuis toujours, et c'est essentiel. Et puis, côté moine, c'est très important parce que pour moi, la vie était avant tout une question de spiritualité. Et j'essaie, à travers ma musique, c'est le moyen que j'ai, hein, que j'ai reçu, de passer cette dimension spirituelle qui me paraît voilà, et qui me semble essentielle. Je pense que j'ai fait le tour de cette petite présentation. Est-ce que je suis rentré dans le timing, chère Eloa? Merci.